Mais on doit dire que les intellectuels africains n'ont pas de vision. Non. Ce n'est pas un problème de, on va dire, peur de la répression de ce qui peut leur arriver s'ils montrent au la vague. Non, attends, Gilles, quand tu appelles quoi intellectuel africain? C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous les intellectuels africains. Quand depuis l'enfance du fin fond de ton village à Voga, de ton village dans le Liptako Gourma, de ton village à l'ouest de la Côte d'Ivoire dans une plantation de cacao, de ton village de pêcheurs au bord du fleuve Sénégal, on te dit nos ancêtres les Gaulois. Déjà, tu es immunisé contre l'amour de ton pays. Chacun doit rendre hommage à ses ancêtres et non pas à quelqu'un d'autre. Après les ancêtres, les Gaulois, on ajoute la Bible. Il y avait, pour te faire comprendre, qu'il y avait notre ancêtre. Lui, il est encore même plus important. Et on t'apprend des récitations, dont une des plus célèbres, le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais avec ce triptyque-là, tu es fini. Mais vous, intellectuel. Vous n'êtes pas fini. Tu es fini. Alors, une précision. L'intellectuel africain qui a étudié à Moscou est différent de celui qui a étudié en Allemagne, il est différent de celui qui a étudié en France, il est différent de celui qui a étudié aux États-Unis, tu le sais. C'est qu'on ne s'est jamais donné la peine de les étudier un à un pour voir quels sont leurs comportements quand ils reviennent chez eux. Certains, par exemple, privilégient toujours le costume cravate. Quand tu le vois toujours costume cravate à 40 degrés à l'ombre, tu sais à peu près dans quel pays il a étudié. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'épée de Damoclès sur la tête des intellectuels qui osent? Je vais te dire quelque chose. Moi, je sais ce que vous... Oui, je sais. Je sais ce que nous traversons parfois. Oui, même moi ici, un pauvre retraité innocent, ne crois pas que c'est facile quand je viens bavarder ici, je le sais. Je sais de quoi vous parlez. Voilà, donc c'est pas facile. Mais est-ce que tu sais à quel prix la France est indépendante, la révolution? C'est vrai, c'était une affaire interne à la France, mais ils ont coulé le sang pour prendre leur indépendance, leur liberté, même si, après avoir chassé le roi, ils se sont retrouvés avec un empereur rabougri. Bon, les États-Unis d'Amérique, mais tu sais à quel prix ils ont arraché leur indépendance des mains des Anglais, les fameux tuniques rouges, les différentes batailles à Yorktown, à qui, je ne me rappelle même pas tout. Les Chinois, tu sais ce qu'ils ont enduré face aux Japonais? Ils ont accepté de payer le prix. Si tu ne payes pas le prix de l'indépendance, tu ne seras jamais indépendant. Pourquoi on nous a eu en Afrique noire dite francophone? On nous a donné l'indépendance. Donc on fait ami autour d'un verre de champagne. Quand vous dites on a donné, mais il y a... On a donné, à part les Camerounais. Attends. Les vrais résistants. Non, attends, laisse tomber. Au Togo, laisse. Les Camerounais qui ont fait couler du sang. Mais on a gazé au napalm, on a tué au napalm des villages entiers au Cameroun. Et pourtant, c'est du Cameroun que le général Leclerc était parti pour la conquête et pour la libération de la France avec des troupes africaines. Après, la France est retournée, tuer les gens au napalm, bombarder au napalm, assassiner les chefs indépendantistes, les moumiers, les moumiers. Mais on les a tués comme des chiens. Alors, est-ce que c'est une raison pour que les Camerounais arrêtent de se battre? Je vois des gens qui gonflent le torse. Ah, mes aïeux étaient de grands guerriers. Mais tes aïeux étaient de grands guerriers. Dis-moi pourquoi tu es devenu une femmelette. Dis-moi. Et voilà, justement. Donc, les femmes. Non, c'est une expression. Non, c'est pas. Quand je dis femmelette, c'est une expression. Oui. Je ne dis pas que les femmes. Attends, aujourd'hui d'ailleurs. Les femmes se battent mieux que les hommes. Elles sont plus courageuses. Tu crois que c'est un hasard si dans les différents pays, femmes premier ministre, femmes ministre des Affaires étrangères, tu crois que c'est un hasard? Parce qu'elle sait pourquoi Tiani, à Cotonou, sachant que la patate était chaude, a envoyé une femme. Mais si c'était un homme, on l'aurait corrompu.
On le prend dans un coin, on dit 11 000 barils volés gratis. Bon, on te donne l'équivalent de 2 ou 3 000 barils à chaque chargement. D'accord non plus. Bon, donc, nous, les hommes qui sommes corrompus. C'est les hommes qui sont les plus corrompus. Non, c'est les hommes. Parce que toi, quand on te promet... Vous parlez souvent d'une femme corrompue à la tête de l'Union européenne. Oui, c'est une exception. Elle est corrompue pour dans tous les cas. Attends, sa corruption paye pour toutes les autres femmes. Donc, la corruption n'a pas de problème. Si toi, on te promet ce pétrole, tu vas te gratter la tête, tu vois, je voulais offrir une voiture à ma maîtresse telle, une villa à l'autre maîtresse par là. Tu vas prendre l'argent, mais la femme, elle s'en fout, elle n'a pas besoin d'argent pour offrir une villa ou une voiture à quelqu'un. Donc voilà pourquoi ces femmes méritent qu'on leur fasse confiance. C'est ça le problème. Mais Luc Kabaki, je voulais dire qu'il faut faire un distinguo entre ceux qui ramassent des diplômes et qui sont diplômés et ceux qui sont des intellectuels. C'est-à-dire ceux-là qui se sont engagés pour la cause commune. Je reviens toujours là-dessus. Pourquoi? Parce que quand vous voyez quelqu'un dont l'ego est aussi amplifié et qui ne pense qu'à lui, il est tellement égocentré que lorsqu'il accède à un poste de responsabilité, il pense d'abord à son ventre, à sa personne, à la gloire et à tout ce qui a comme parure flatteuse autour de lui. Ça, il y a une grande différence. Vous voyez des gens comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tchiani, ils sont toujours en quoi? En treillis. C'est-à-dire c'est des combattants. Ils auraient pu. Vous avez vu quelqu'un d'autre qui était aussi officier et qui avait fait coup d'état, il a commencé à porter des costumes là. Damiba. Non, c'est à Abidjan qu'on a offert les costumes. Il a commencé à porter des costumes. En fait, j'ai dit toujours que lorsque vous avez une mission d'une telle portée, votre nom ne doit plus compter. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin qu'on vous appelle, qu'on vous adule. Vous avez besoin de poser des actes qui parlent en votre nom. Et ce sont des actes que les trois pays là les trois dirigeants sont en train de poser et qui expliquent que nous, à 1000 lieues de ces pays, nous sommes engagés derrière eux. Parce que nous nous retrouvons précisément dans ce qu'ils font. C'est la preuve tangible qu'en fait, vous ne pouvez être héros que si vous êtes capable de produire des actes qui impactent la vie et le devenir d'une grande communauté. Et c'est en cela que les trois présidents, qui sont pionniers d'une nouvelle dynamique révolutionnaire en Afrique, deviennent des héros pour le peuple africain. Alors si Ibrahim Traoré a eu la lucidité, l'intelligence de rappeler l'histoire des peuples d'Afrique, qui ont contribué à libérer le nazisme du monde, qui ont contribué à construire les économies de l'Occident, qui ont contribué à laisser des héritages. Il rappelle même à nos dirigeants qu'en fait, qu'ils sont des héritiers. Il ne faudrait pas qu'ils viennent jouer des traites et se sentir plutôt redevables vis-à-vis des gens avec qui ils n'ont rien en commun en ce qui concerne la culture, l'histoire, les us, etc., etc. Vous ne pouvez qu'être porteur de votre culture. Si vous voulez faire la fierté de votre population, de votre peuple, vous ne pouvez que exalter les valeurs dans lesquelles ce peuple-là se retrouve. Et c'est à travers cela qu'on sait que vous avez de la vision et que vous êtes capable de faire évoluer cette communauté-là. Mais si vous ramez à compte courant de cette dynamique naturelle et vous faites tout pour que ce soit l'étranger qui s'introduit dans votre culture et qui mélange tout, mais vous devenez un traître patenté. Malheureusement, c'est grâce aux traites de l'Afrique que notre continent est encore dans l'impasse. Et cette division pour régner risque de prendre encore de l'ampleur si jamais le travail là que nous sommes en train de faire, que les trois dirigeants là sont en train de faire, n'est pas soutenu farouchement par une masse critique de population qui participe véritablement à renverser cette tendance là qui nous a engouillés pendant des décennies dans une forme de vie-serve. Ouais. Excellence, le sommet acte le projet de confédération intégrant les trois pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Et je ne veux pas vous demander le bien fondé de la confédération, mais est-ce qu'il ne serait pas utile de prendre encore plus de temps pour ratisser large, aller au-delà de ces trois pays? Cette question, la réponse est dans l'accueil, la liesse qui a marqué l'accueil. Les peuples sont prêts, les dirigeants doivent suivre, c'est tout. Mais marquer quel temps encore? Pour se faire déborder encore par les mêmes esclaves de l'autre? Non, il faut aller vite. Moi, si tu demandais mon avis,
et la confédération créée hier, je me dis, ils ont mis trop de temps. Il faut aller vite, vite. On n'a pas le temps, on est mortel. On n'a pas le temps, il faut aller vite. Parce que, pourquoi je dis on est mortel? On l'a toujours dit, hein. Quand un pays, un président africain noir veut la souveraineté, l'indépendance pour sa population, son développement économique, on le tue. Tu sais ça, non? Hein? On a tué Lumumba. On a tué Sylvanus Olympio. On a tué Nkrumah. Et on a tué Sylvanus Olympio. Donc le péché, c'est qu'il voulait faire sa monnaie. C'est inconcevable. Aujourd'hui, les mêmes problèmes sont sur la table. La monnaie. Ils se sont rencontrés, ils ont parlé de tout, hein, ils n'ont pas parlé de monnaie. Pourquoi? Il ne faut pas faire du tapage. Parce que la France est une puissance nucléaire. 3 bombes distribuées entre Ouaga, Bamako et Niamey calmeraient même les plus agités. Non. Donc, non, il faut pas rire. Il n'y avait pas une bombe. Non, je dis, non. Quand tu tues un chef d'État, c'est pire que la bombe. Parce que, n'oublie pas ce qui s'est passé au Rwanda. C'est la mort de Habyarimana qui a déclenché ce qu'on a vu avec plus d'1 million de morts. Donc, quand tu tues un chef d'État, c'est comme tu as balancé une bombe nucléaire. Donc, on a tué tous ces leaders africains. Ils n'ont rien fait de mal. Juste parce qu'ils voulaient le bien de leur population. Et aujourd'hui, les 3 mousquetaires qui veulent le bien de leur population sont en danger permanent. Ils doivent aller vite pour que si malheur arrive à eux, que la relève soit assurée dans la continuité. Donc, moi je dis, Confédération, c'est bienvenu. Ça aurait pu aller plus rapidement même. Donc ne me dis pas que est-ce que ils ont eu le temps de réfléchir. Hein. C'est des jeunes. Leur cerveau travaille plus vite que le nôtre. Non, même surtout qu'il y a peut-être certains pays qui sont quand même très proches de cet idéal sahélien. Je peux citer dans une certaine mesure le Tchad, dont le président commence par avoir des démêlés avec la justice française. Je peux citer peut-être le Togo aussi, qui a participé à une opération commune, à un exercice militaire la dernière fois avec l'AES. Est-ce qu'on ne peut pas ratisser plus large? Écoutez, les pays de l'AES ne sont pas dans une quête de quantité. Ils sont dans une démarche qualitative. Le général Tchiani a dit quelque chose dans son discours. Il dit que nos peuples ont tourné irréversiblement dos à la CEDEAO. Et donc, nous devons suivre leur pas. Pourquoi? Parce que, je pense que l'ambassadeur l'a dit, toute cette liesse populaire, non pas seulement à Niamey, mais à travers l'Afrique, en témoigne justement cette émission que nous sommes en train de faire, montre clairement que sur le plan mental et psychologique, l'aspiration profonde à la souveraineté, à la liberté, à l'indépendance et à la capacité de disposer par nous-mêmes et de décider de ce que nous devons devenir est déjà acquise. Et donc, à partir de ce moment-là, les dirigeants là ne peuvent que matérialiser ce rêve-là. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. J'ai parlé au départ ici de ce qui fait que nous sommes contemplatifs et admiratifs des actions que ces dirigeants-là mènent. J'ai dit qu'ils sont méthodiques. Lorsque chacun d'eux est arrivé au pouvoir, ils ont commencé par quoi? Le premier défi était la sécurité. Parce qu'avant de parler de l'économie ou de quoi que ce soit, il faut d'abord exister en tant qu'individu. Ils se sont armés autant que possible. Ils ont cherché des partenariats gagnants-gagnants, leur permettant de se garantir leur existence. Dès l'instant où ils ont réussi à restructurer leur armée et à faire en sorte qu'ils soient capables justement de parler en tant qu'individu existant, ils ont commencé à se mettre ensemble pour créer une dynamique ou un espace qui permette justement de créer de la richesse. Une richesse qui profite précisément à la population. Tous ces pas ont été franchis devant nous. Et lorsqu'ils ont vu que la menace continuait de planer avec, de façon aiguë,
ils ont décidé de sortir justement de la CEDEAO, qui devenait plutôt un vrai problème, plutôt que d'être une solution. Voilà comment les messieurs ont évolué jusqu'à parvenir aujourd'hui à la création de cette confédération. C'est pour dire qu'ils sont lucides, qu'ils savent ce qu'ils font, et ils posent les pas après avoir eu l'assurance que le premier pas posé est suffisamment bien assis. Vous voyez? Donc il n'y a pas d'empressement, il n'y a pas d'agitation, il y a plutôt une démarche méthodique et qui vise des résultats probants. La preuve, c'est que quand ils franchissent un pas, ils ne reviennent plus là-dessus parce que la solution est trouvée et sécurisée précisément. La question, c'était sur débit, le petit débit. Mais la France ne peut lui trouver que des biens mal acquis. Des poux dans la tête. Je suppose que ni Macky Sall, ni Ouattara, ni Ambalo, ni n'ont de biens mal acquis en France. Et ils n'ont pas ça. Ce n'est pas un problème. Alors, Kaka Déby, grand crime de lèse-majesté, il est allé à Moscou. C'est pas possible. Tu es la femme unique de Macron. Le mariage, c'est pas polygamie. Et puis il a reçu en pompe la dernière fois. Il a reçu qui? Lavrov et toute une délégation. C'est ça le problème. Et il a participé avec l'AES aux manœuvres militaires. Tu demandes, et le Togo? Le Togo manipule une force tranquille. Mais le Togo n'est pas encore arrivé à Moscou. Il n'a pas encore reçu Lavrov. Si ça advenait, mais il faut doubler, tripler la sécurité autour du président. Parce qu'on n'accepte pas ça à Paris. Paris peut être ami de la Russie, de la Chine, de la Turquie, de la Corée, de tout ce que tu veux. Mais un État nègre sous la botte de Paris n'a même pas le droit de serrer la main à quelqu'un d'autre qu'à la France. Ça, c'est démocratie. Droit de l'homme, élection démocratique et liberté d'expression. Est-ce que tu comprends? Est-ce que les gens comprennent ce qui se passe? Donc, Kaka Déby, pour eux, il a défié la France. Alors que Kaka Déby ne cherche que des solutions à son problème. Il est allé à Moscou. Est-ce qu'il ne doit pas à la France? Parce qu'on a vu les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir, la façon dont il est bien sûr. Est-ce que quelqu'un a appelé Emmanuel Macron? Il est allé dans l'intention de le corrompre. Mais maintenant, nous, on se rend compte que Kaka Déby ne se laisse pas corrompre. Parce que le Tchad, mais c'est 1 280 000 km². Surtout de désert, de rocailles. Tous les terroristes peuvent se cacher là où ils veulent. Mais la France, c'est la France qui entretient les terroristes. Quand N'Djamena, ça ne leur plaît pas, on libère les terroristes. Allez-y. Mais cette fois-ci, pourquoi ils ne libèrent pas les terroristes? Ils savent que Kaka est allé à Moscou et si jamais ils libèrent les terroristes, c'est les Russes qui vont venir les écraser. Donc, bien mal acquis. Donc, c'est Kaka Déby seul dans l'Afrique francophone qui a des biens mal acquis. La dernière fois, ils ont tenté la sortie avec Madame Ouattara. Je suis sûr que Ouattara a trouvé un truc de passe-passe pour faire oublier ça. Donc, ce que nous, on dit à Kaka Déby, mais monsieur le président, si effectivement vous aviez quelques carottes là-bas, retirez-les, ramenez ça à N'Djamena. Vous pouvez même amener ça à Lomé. Hein, nous, on a des banques très sûres. Non, c'est pour utiliser la première partie. On a des banques très sûres. Le sommet a entériné également la création d'une banque d'investissement et des fonds de stabilisation. Ouais. Est-ce que là, c'est pas la dernière étape avant la création de la monnaie sahélienne? Vous pouvez même être surpris qu'ils créent même la monnaie avant de créer la banque en question. Ils n'ont pas besoin de dire nous voulons créer la monnaie. Ils ont besoin de dire qu'on a des enjeux économiques qui sont réels. Nous voulons développer nos pays. Nous voulons créer un espace économique souverain. Et donc, nous appliquons les méthodes qui permettent d'atteindre ce but-là. Et donc, c'est inévitable que de parvenir à la création d'une monnaie pour les trois pays-là. Simplement parce que le CFA avec lequel nous fonctionnons aujourd'hui, que les gens célèbrent à Paris et où quelqu'un va, au moment où on entre, il y a un débat houleux sur la question de l'éco, où il fallait justement faire en sorte à s'affranchir de cette monnaie coloniale. Un président va au palais de l'Élysée pour dire que c'est la meilleure monnaie qui puisse exister possible dans notre espace-là. Pendant qu'il y a un débat houleux, vous pensez, et pourtant,
nous savons très bien que la monnaie est un instrument de souveraineté. C'est un des éléments de base. Et donc, ça veut dire, en clair, que vous ne pouvez pas prôner une démarche de souveraineté, de libération, d'indépendance, sans réfléchir à l'éventualité ou à l'évidence de la mise en place d'une monnaie. Et donc, cette banque d'investissement ne sera pas autre chose qu'un instrument qui permet de porter une nouvelle monnaie qui repose sur les ressources inouïes dont disposent justement les trois pays. On va revenir sur cette question de monnaie dans la seconde partie. Mais je me suis livré à un jeu avant de faire cette émission. Les 193 ou 194 pays du monde, j'ai parcouru les monnaies. Voilà. J'ai rarement vu des pays aussi petits soient-ils dont la monnaie soit détenue par un autre, soit frappée par un autre. Pourquoi les pays de l'Afrique sont si singuliers? En 30 secondes. Gilles, tant que tu n'as pas ta monnaie, tu es un esclave. Point. La US sait où elle va. Mais pourquoi tous les autres ont leur monnaie sauf? Oui, non, la France ne peut pas te permettre. C'est un pays négrier. Fondamentalement, la France est un pays négrier. Le président siège même dans un palais construit par un négrier. Donc, vous savez que votre discours ne peut pas. Non, c'est un pays négrier. Alors, certaines ambassades. Donc. Non, attends, c'est un pays négrier. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il n'a qu'à venir me contredire. C'est un pays négrier. Attends. Je vais organiser plus. L'AES a pour objectif à moyen ou long terme d'aller dans les BRICS. Tu ne peux pas aller dans les BRICS avec une monnaie de singe tamponnée dans un village perdu de la France. Tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de souveraineté, tu n'es rien. Quand tu es dans cette affaire, ce qu'ils pensent de cette affaire, les téléspectateurs, la parole là-dessus, les téléspectateurs comprennent ce que nous disons. Quand lui dit qu'un chef d'État africain allait dire que la monnaie est bonne, qui t'a dit que les chefs d'État africains? Ah bon, ok. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.